Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur ce webinaire. Hello Louis. Salut. Alors, avant de commencer, est-ce que vous pouvez juste nous confirmer sur le chat que vous nous entendez correctement? Clémentine, oui. Ok, super. Merci pour vos retours. Euh, donc, pour ce webinaire, on va parler aujourd'hui de referral. Donc, on va expliquer d'ailleurs exactement ce qu'est le referral. Donc, au programme aujourd'hui, donc on va parler de différentes choses, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous devriez mettre en place une stratégie de referral, comment faire pour mettre en place une stratégie de referral, c'est ce genre de choses qu'on va voir, sur quel client ou quel contact on peut s'appuyer pour mettre en place du referral au sein de son entreprise. Voilà, on vous partagera quelques benchmarks aussi qui vous permettront de savoir quoi en attendre de façon chiffrée et voilà et sur les performances de ce type de campagne. Et voilà, et on vous partagera aussi quelques erreurs à éviter si vous souhaitez mettre en place ce genre de stratégie dans votre entreprise. Euh, donc, pour parler de ce sujet-là, j'ai la chance d'accueillir un expert du sujet. Donc, en l'occurrence, Louis qui est le cofondateur d'une boîte qui s'appelle Referral.io, qui est un SaaS qui est spécialisé justement dans la prise de référence et la recommandation. Voilà, donc referral.io. Louis, peut-être avant de commencer, je te laisse peut-être te présenter, nous dire deux mots sur toi et ta boîte. Ouais, merci avec plaisir. Déjà, merci de m'accueillir et de nous donner la parole sur ce sujet. Donc, en quelques mots, moi, je m'appelle Louis Jamet, j'ai 37 ans et je suis lyonnais, jeune papa. J'ai un background de commerce, donc j'ai fait une dizaine d'années de commerce B2B dans une entreprise qui était une entreprise SaaS et où le fait d'obtenir des mises en relation, des recommandations a été un des vecteurs principaux de notre croissance. Voilà, j'ai quitté cette société en 2020, j'ai accompagné pas mal de boîtes sur le sujet de la performance commerciale pendant 3 ans et c'est comme ça que qu'on a identifié un sujet qu'il fallait absolument traiter sur le referral, d'où la création il y a un peu plus d'un an de referral.io. Voilà. Et pour en dire Ok, deux mots, je pense que c'est pas l'objet, mais logiciel SaaS qui aide à structurer, mettre en place, gérer toute la partie referral. ok, nickel. Eh ben, écoute, merci Louis. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, quelques informations. Donc, on est là pour à peu près 45 minutes. Donc, voilà, donc on est ensemble jusqu'à 3 heures moins le quart environ. Il y aura un replay qui vous sera envoyé automatiquement à l'issue du webinaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, il y a un chat et vous avez juste à côté du module de chat un petit module questions-réponses qui est un petit peu plus pratique pour nous en tant qu'organisateurs du webinaire pour être bien sûr de voir passer vos questions, notamment s'il y en a beaucoup. Donc ça dépendra de vous. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions là-dedans. On essaiera de les prendre au fur et à mesure, voilà, en fonction des thématiques qui seront déroulées dans le webinaire. Donc voilà, donc l'objectif c'est de faire aussi de ce moment un moment d'échange et pas uniquement quelque chose de très descendant. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Euh, du coup, peut-être, Louis, avant de rentrer dans la fameuse question de pourquoi est-ce que déjà on a intérêt, ou chaque SaaS B2B a intérêt à mettre en place une stratégie de referral, est-ce qu'on peut peut-être commencer par définir, selon toi, ce qu'est le referral et du coup ce que ça n'est pas? Ouais, tout à fait. Et je pense effectivement que c'est important parce qu'on peut mettre plein de choses derrière. En tout cas, il y a souvent des confusions qui sont faites. Nous, quand on parle de referral, on parle vraiment du fait d'obtenir des mises en relation de la part de prospects ou de clients ou de personnes de l'écosystème d'une entreprise. Donc, je suis une entreprise A, j'ai un client A qui va me mettre en relation avec une personne de son réseau. Donc voilà, c'est vraiment le fait de se recommander. Euh,
On peut parler de parrainage, par exemple, qui est un terme un peu plus courant. Et il y a effectivement des nuances avec d'autres choses qui peuvent être l'apport d'affaires ou l'affiliation qui fonctionnent différemment, où les process sont différents. Ok, ça marche. Et donc la notion importante, c'est que quand tu sollicites des gens pour du referral, eux font fonctionner leur réseau en fait, Tout à fait. c'est-à-dire des gens qui connaissent avec lesquels ils ont déjà des relations, en général business. En tout cas, c'est des gens qui connaissent et auprès desquels ils vont t'introduire. C'est ça notamment ce qui va faire la grosse différence avec le côté apport d'affaires et avec L'affiliation, et ouais. avec l'affiliation. Ouais, Ok, tout ça à fait. marche. Ça marche. Merci. Je pense que c'était important qu'on s'entende déjà sur la définition de ce qu'était le referral et donc en plus ou moins synonyme, on parle ici de parrainage. Globalement, tout ça, c'est à peu près la même chose. Est-ce que, avant de rentrer dans j'allais dire le truc, les éléments un peu plus opérationnels, est-ce que tu peux nous expliquer, d'après toi, pourquoi est-ce que finalement les boîtes devraient se mettre à faire du referral? Tu disais que ça avait été notamment un révélateur, en tout cas, dans ton entreprise précédente et que ça avait été quelque chose qui, en fait, avait fonctionné et toi, tu avais donné l'idée derrière d'en créer une structure. Qu'est-ce qui fait que ça marche et qu'est-ce qui fait que les gens devraient en faire? Ouais. Eh ben, c'est une bonne question pour démarrer, je pense. Euh, Moi, j'ai une phrase toute simple. En fait, c'est le canal d'acquisition et de vente qui est le plus efficace. Donc ça, c'est démontré. Il y a plein d'études sur le sujet. Il y a des études françaises, européennes, américaines, de Gartner, de Harvard Business Review et même de certains outils qui ont mené des études. Et en fait, ce que disent les études, c'est tout simplement que quand un prospect vient de la part d'une mise en relation, une entreprise va vendre plus vite. Donc le temps de vente peut être divisé par deux. Une entreprise a plus de chances de transformer. Et là, les chances sont beaucoup plus fortes parce que c'est jusqu'à 3 fois ou 4 fois plus de chances de transformer un prospect en client. Un prospect qui vient à la suite d'une mise en relation, il va dépenser plus d'argent. Donc les chiffres, c'est jusqu'à 30% de plus. Et les coûts d'acquisition de ce type de prospect sont beaucoup plus faibles. Donc déjà, c'est la première chose, en fait, c'est pour acquérir des nouveaux prospects, des leads dans une entreprise. En fait, c'est un canal ultra efficace qui coûte pas cher et on a beaucoup plus de chances de transformer des clients quand ça vient par ce canal-là. Donc ça, c'est le premier élément qui est en fait hyper clair et impactant, moi je trouve, parce que y a pas de débat. C'est il faut absolument en faire parce que c'est le canal qui surperforme par rapport aux autres. Ok, ça marche. Et quand tu disais, notamment, tu disais qu'ils avaient une valeur supérieure par rapport à d'autres, c'est par rapport à tous les autres canaux d'acquisition confondus, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, ce qui est mesuré, c'est le panier moyen et le panier moyen est plus élevé de manière globale et générale. Il est plus élevé quand un prospect vient de la part d'une personne qui connaît, qui est déjà en contact avec une entreprise, etc. Ça Ok. s'explique en fait. Je pense qu'on l'a tous déjà un petit peu vécu, mais en fait, quand on se fait recommander une solution, ben, on y va avec un vecteur confiance qui est beaucoup plus important. On compare un petit peu moins, on a moins de freins à l'achat, on a moins de freins à prendre des options supplémentaires parce qu'on a ce vecteur confiance qui est derrière. Donc, tout ça s'explique. Et à la fin, en fait, ouais, c'est un canal qui est beaucoup plus performant que les autres. Et cette valeur client, c'est quoi? C'est le fait que au début, dès qu'ils vont acheter, ils vont acheter plus cher, ou c'est des clients qui généralement vont être fidèles plus longtemps, ou est-ce que c'est un peu un combo de ces deux éléments? Ouais, ben c'est une bonne question. En fait, il y a les deux. Non seulement ils vont avoir tendance à dépenser plus d'argent dès le début, et il y a d'autres statistiques, notamment côté Customer Success, en fait, qui viennent montrer que, un, les clients vont rester plus longtemps, deux, qui vont avoir une tendance supplémentaire dans leur vie de client à faire de nouveaux achats, donc que ce soit de l'upsell, du cross-sell, etc. Et donc à la fin, en fait, avoir une LTV, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est la valeur totale dépensée en moyenne par des clients dans l'entreprise. Une LTV à la fin qui est plus élevée, en fait. Ok. Tu as un chiffre précis sur ça,
Enfin, ces chiffres qui concernent le customer success en Ouais, termes de LTV et de probabilité d'upsell. ouais, tout à fait. J'ai un chiffre qui est tellement impressionnant qu'il peut être difficile à croire, mais qui est de 60%. Voilà, c'est valeur à vie, 60% supplémentaire qu'un client qui vient par d'autres canaux. Ok, ça marche. Mm. Très bien. Et sur la partie upsell que tu as cité, tu as des stats Euh, aussi. Ouais, on a des chiffres. Il y a une probabilité d'environ 40% supplémentaire de faire de l'upsell, du cross-sell dans la vie du client. Ok, donc oui, pas négligeable effectivement, surtout par les temps qui courent et le contexte économique qui s'est un peu, on va dire, complexifié pour tout le monde. Ouais. Ça marche. Là, tu parlais des avantages pour l'entreprise. Est-ce Mm. que, de ton point de vue, la mise en place de ce genre de choses a aussi finalement des bénéfices du point de vue du client? Ouais, tout à fait. Et ben, il y a un Bon, on l'appelle bénéfice. le parrain. Ouais. Est-ce que lui finalement ça lui apporte quelque chose ou pas, au-delà d'une incentive éventuelle Ouais, ouais, ouais. Bah déjà, c'est la première chose, hein, que ce soit parrain ou filleul. En fait, souvent, quand il y a du referral qui est fait, il y a souvent des mécanismes d'incentive qui sont mis en place, qui sont là pour récompenser soit les parrains, soit les filleuls, à différents moments possibles d'ailleurs. Euh, donc pour eux, c'est un bénéfice direct à titre personnel ou pour l'entreprise dont ils font partie. C'est-à-dire, bah, si je recommande quelqu'un, je peux potentiellement y gagner quelque chose et mon entreprise aussi. Donc ça, c'est le premier point. Pareil pour les filleuls. Et en fait, si on extrapole un peu ça, euh, en fait, ça vient renforcer la satisfaction d'un client. Enfin, ça, c'est une conviction personnelle dont on peut débattre. Mais plus on va aider une entreprise, être proche d'une entreprise, être en proximité avec une entreprise, en fait, plus ça va développer un sentiment d'appartenance. Potentiellement, on va aussi en tirer des bénéfices pour nous, notre entreprise. Et ça, en fait, ça renforce la satisfaction d'un client. Et ça vient aussi renforcer sa fidélité. Donc là-dessus aussi, il y a plein de chiffres. Alors, je vais donner un chiffre, mais il faut que je l'explique derrière. Mais il y a des stats, enfin d'ailleurs, je n'ai pas le chiffre, mais j'ai la stat. Il y a des stats qui montrent que les clients qui recommandent deviennent plus fidèles. Donc, en fait, c'est un peu bizarre. Moi-même, j'ai du mal à l'interpréter, parce qu'en fait, on se pose la question, est-ce que c'est les clients les plus fidèles qui Oui, recommandent? l'œuf ou la poule. Ouais, voilà, exactement. Ou est-ce que c'est parce que j'ai recommandé que je suis devenu plus fidèle? Et je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a des Ouais, mécanismes psychologiques là-dedans. C'est en fait, oui, si je recommande un outil que j'utilise à 5 personnes et qu'il y en a 3 qui se mettent à l'utiliser, bah, il y a un principe de cohérence un peu qui se met en place, où moi, je vais être plus en proximité de cette solution, je vais avoir plus de mal à en sortir, etc. Et du coup, je vais devenir aussi plus fidèle. Donc, voilà, je pense bénéfice pour le client ah, direct, c'est les sentiments d'appartenance et de satisfaction. Et puis direct après pour les départements Customer Success aussi, parce que bah, ça crée des clients qui sont plus en proximité, plus fidèles. ok, ok, ça marche. Et du coup, alors là, c'était le pourquoi. Maintenant, pourquoi est-ce qu'à ton avis, on doit mettre en place une stratégie, c'est-à-dire de ce que tu constates aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu as l'impression que les entreprises ont des bonnes pratiques en la matière? Enfin voilà, comment est-ce que tu conseilles finalement d'organiser autour justement du referral pour ceux qui ont la volonté de mettre ça en place? Ouais. Juste, j'ai eu un petit lag Internet. Vous m'entendez bien et vous me voyez bien ou pas? Il y a eu une petite coupure effectivement, mais je pense qu'on a compris l'essentiel du message. Ok, 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 ça marche. Donc oui, en fait, pourquoi c'est important de mettre en place une stratégie? Il y a plusieurs choses. Moi, mon avis, c'est que dans la majorité des cas, ce que font les entreprises, c'est faire du referral comme on le faisait il y a 10 ans, voire comme on le faisait il y a 100 ans. Donc, je caricature un petit peu C'est-à-dire, volontairement, mais en gros, on laisse les choses se faire naturellement. Donc, on le fait à l'opportunité, quand l'occasion se présente, et on va avoir en fait naturellement, oui, des gens qui arrivent par des recommandations, etc. Et donc, face à ça, en fait, pourquoi c'est important de mettre une stratégie? C'est parce qu'il y a tout un potentiel qui est pas exploité. Il y a plein de personnes
personnes qui sont à même de nous recommander, mais elles sont peut-être pas au courant. On leur demande peut-être pas suffisamment. Elles savent peut-être pas comment le faire. Il y a même peut-être des gens qui viennent suite à des recommandations, mais en fait, c'est l'entreprise qui est pas au courant, etc., etc. Donc ça, déjà, c'est le premier point, c'est de dire, en fait, il faut absolument mettre en place quelque chose pour être capable d'identifier ça, être sûr qu'on laisse pas un potentiel énorme sur le côté. Donc, c'est le premier point. Et mettre en place une stratégie, c'est à minima fixer un objectif et avoir un petit peu de process. Donc, c'est pas forcément tout de suite avoir full process, full objectif, tout mesurer, etc. Mais c'est déjà se dire, OK, qu'est-ce que je vais essayer d'aller chercher et comment je fais et comment je le suis, quoi. Donc, premier point, c'est ça, c'est pas laisser un potentiel inexploité sur un canal qui surperforme par rapport aux autres. La deuxième chose, c'est que ça, on l'a beaucoup appris aussi avec nos clients, c'est que en fait, c'est très rare d'avoir tout bon du premier coup sur sa stratégie de référent. Donc, comme tout, comme quand on fait de la prospection, comme quand on met en place un processus d'onboarding, au début, on fait des tests, on essaye, et puis c'est petit à petit que ça va s'optimiser, et à la fin… Oui, il faut itérer, Ouais, pas tirer de conclusions trop rapides, poser les bases, tester des choses et optimiser au fur et à mesure. Là où il peut être tentant, un onboarding, la question se pose pas, on est obligé de continuer à le faire. Le referral, on peut très vite se dire, bon, OK, on n'a pas eu de résultat tout de suite, on arrête. Donc oui, il faut tester à minima un process de façon un peu structurée, sur un volume de contact un peu à peu près consistant pour arriver à tirer des conclusions, itérer, optimiser comme ça au fil de l'eau, quoi. Ouais, c'est ça. Et surtout, je pense mettre un petit objectif parce que si on n'a rien à mesurer, on mesure pas et donc on l'optimise pas, quoi. Donc c'est ça qui va être important. Et après, il y a deux autres points que je vais citer rapidement, mais en fait, nous on s'est rendu compte au fil des années, il n'y a pas de recette universelle. Donc ça dépend vraiment des entreprises, de leur industrie, de ce qu'elles vendent, à qui, à quel type d'entreprise, à quel type de persona. Donc n'ayant pas de recette universelle, la seule manière d'arriver à avoir quelque chose qui est optimisé et qui convient à son entreprise, c'est d'y aller, de faire des tests. Donc, si vous ne mettez pas en place un début de stratégie, vous ne pourrez pas faire ça. Donc, c'est vraiment l'importance. Et vas-y, vas-y, pardon, oui, tu avais un deuxième point. Ouais, j'ai un dernier point qui est plus sur la partie mettre en place une stratégie, mais avoir un tout petit peu de process au minimum. C'est pour éviter des expériences clients qui peuvent être décevantes ou pire, se retourner contre l'entreprise. J'ai plein d'exemples si on a le temps pour en parler, mais ne pas tenir au courant quelqu'un qui fait des recos ou ne pas distribuer des récompenses, ça arrive fréquemment. Ah oui. Je l'ai vécu il y a 2 ans. Ouais. Ouais, tu avais promis quelque chose, un bon d'achat ou je sais pas quoi, on te fait la reco, très bien, toi tu signes ton deal, mais en fait derrière ton parrain tu l'oublies et ok, donc effectivement je suis pas tenu au courant ou on me dit pas un petit mot de remerciement ou s'il y a une récompense, j'ai pas de récompense. Donc voilà. Donc pour éviter ça, c'est important de processer un minimum, ouais. J'ai compris qu'il y avait ce que tu disais, hein, pas de recette universelle. Après, l'idée va d'essayer de partager quand même quelques bonnes pratiques ici. Toi, déjà, à ton avis, à qui est-ce qu'on peut demander des referrals? Sur qui est-ce qu'on peut s'appuyer? Est-ce que c'est les clients uniquement, les clients qui nous ont laissé des bons NPS? Enfin, comment est-ce qu'on identifie les cibles, entre guillemets, sur lesquels on va s'appuyer derrière pour demander des intros? Ouais. Il n'y a pas de recette universelle. Non, donc ça dépend. En fait, ouais, le premier élément de réponse, je pense, c'est on a tendance naturellement, instinctivement à se dire ceux qui vont nous faire des recommandations, c'est des clients ultra satisfaits. Donc ça, c'est vrai. Il n'y a pas trop de débat là-dessus et c'est souvent ceux qui en font le plus. Mais en fait, il y a plein d'autres personnes qui sont à même de faire des recommandations. Donc nous, ce qu'on dit et qui se vérifie en fait dans les chiffres et dans les expériences des clients qu'on a, c'est que ça peut être des prospects. C'est pas parce que je suis pas encore client que je peux pas faire une recommandation. Ça peut évidemment être des clients. Dans les clients, ça peut être des clients très très satisfaits, mais des clients qui ont l'air moins satisfaits aussi. Et après, ça peut être les partenaires de l'entreprise, ça peut être les fournisseurs, ça peut être l'écosystème, les communautés, etc.
Donc, premier élément de réponse, c'est en fait, il ne faut pas hésiter à aller demander à tous ces types de personnes-là pour identifier qui sont les plus à même de nous recommander. Et souvent il y a des surprises. Donc voilà, donc nous, ce qu'on va dire, c'est faites des tests, téléphone, Ouais. email, peu importe, et en fait, demandez à tout le monde. Et naturellement, vous allez identifier typologie de client, taille de client, type d'interlocuteur, moment où vous leur demandez, etc., etc. Ça va commencer à se dégager naturellement. Mais c'est vrai qu'en tout cas, sur la partie prospect, je veux dire, nous, on le voit, même sans avoir mis une stratégie particulière là-dessus, de prospects qui t'aiment bien, qui n'ont pas encore signé, parce que en interne, potentiellement, tous les signaux sont pas encore au vert, mais qui commencent déjà à te recommander à d'autres personnes de leur entourage, etc., sans que tu aies mis en place une mécanique. Donc, effectivement, tu peux imaginer que si toi, tu appuies un peu ça peut fonctionner. Et de la même façon que, oui, ça t'arrive aussi qu'il y a un client qui churn, alors qu'il est ravi de ta solution, juste parce qu'on lui a dit, faut que tu resserres ton budget et soit tu kills un outil, soit tu vires quelqu'un dans ton équipe. Donc, à un moment, on fait un choix. Mais globalement, quelqu'un qui peut être tout à fait à même de te recommander derrière. Donc, voilà, ce qui n'est pas forcément, comme tu le dis, super intuitif à la base. Ouais. Ça marche. Donc, on peut s'appuyer sur tout le monde. Ouais, tu voulais ajouter un truc? Non, juste rebondir là-dessus, effectivement, il y a plein de choses contre-intuitives. Ce que tu as cité, c'est un très bon exemple. C'est un client qui churn. Typiquement, il peut churner pour 1000 raisons, et notamment budget, timing, quelqu'un d'autre qui bloque une décision ou autre. Donc, ces gens-là, c'est pas pour autant qu'ils peuvent pas recommander. Ou même si une solution ou un service correspond plus à leurs besoins, ils ont peut-être à côté d'eux un ami, une connaissance de leur réseau professionnel à qui ça peut convenir. Et voilà. Donc, tout ce qui est contre-intuitif, c'est pareil, il faut pas hésiter à demander. Côté vente, par exemple, on dit souvent qu'il faut demander à tous les dossiers qui sont perdus. Parce que pour les mêmes raisons, les personnes potentiellement ont plein de gens autour d'eux qui peuvent être intéressés. Ok. Ouais. Ça marche. Et du coup, moi, je me pose des questions sur le sujet. En fait, comme on faisait ce webinaire, je me suis dit, mais tiens, mais c'est vrai, nous, on fait rien en termes de référents, c'est dommage. Donc, je dis, bon, on va commencer effectivement à faire des choses. Donc, on a commencé, nous, à lancer des initiatives là-dessus. Et une question que je me pose, c'est, bon, ok, dans notre base de clients, il y a évidemment des personnes avec lesquelles on échange, qu'on connaît, plus ou moins bien, ou voilà, mais en tout cas qui sont nos interlocuteurs ordinaires, j'allais dire. Puis après, il y a toute une masse, entre guillemets, d'utilisateurs qui utilisent la solution, sur laquelle nous, on a des métriques, on sait s'ils utilisent bien ou pas, s'ils sont engagés ou pas. Mais c'est pas très naturel, si tu veux. Enfin, on a commencé à le faire, mais c'est pas très naturel d'aller solliciter tes end-users, en fait, avec lesquels tu n'as pas d'échange. Ouais. C'est pareil, tu dis il faut tester ou est-ce que tu as un avis tranché sur la question? J'ai un avis tranché que oui, il faut leur demander. Après, ça dépend évidemment des contextes et de ce que fait la solution. Et si ces personnes-là ont a priori autour d'elles des personnes du même type du coup qui pourraient être intéressées. Il y a un sujet RGPD, je le dis parce que voilà, en fonction de ce que tu as le droit d'aller demander à tes utilisateurs finaux, tout le monde ne peut pas faire ça, donc il faut quand même checker ça. Mais oui, moi, mon avis, il est tranché là-dessus. C'est évidemment, il faut aller demander. S'il y a des power users d'une solution, c'est a priori qu'ils ont compris la valeur. Donc, si autour d'eux, ils ont des gens intéressés, oui, ils ont un potentiel de recommandation. Il y a quelques cas très particuliers où ça vaut pas forcément le coup. Je pense à une entreprise avec qui j'ai discuté il y a pas longtemps. Je citerai pas leur nom, mais en fait, ils sont dans un marché où leurs clients, c'est très très peu probable qu'autour d'eux, ils ont des personnes, ils aient des personnes du même type en fait. Donc dans ces types de cas, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais dans ces types de cas-là, c'est un peu plus complexe. Mais sinon, évidemment, faut aller demander. Ouais. Ok, ça marche. Demander à tout le monde, y compris si c'est pas intuitif, tester et finalement garder ce qui marche et couper ce qui fonctionne pas, mais en tout cas pas se mettre de frein a priori parce qu'il y a des choses contre-intuitives qui fonctionnent. Ok, c'est noté. Par rapport à, je pense qu'on peut rentrer maintenant maintenant qu'on sait qui contacter, pourquoi finalement on a intérêt à le faire, on peut rentrer dans la partie
bonnes pratiques. Finalement, qu'est-ce que tu conseilles de faire pour que ça fonctionne? Moi, j'ai une première question. Tu as évoqué tout à l'heure, on a parlé de la partie incentive rapidement. Pour toi, parrainage égale incentive. Et si oui, c'est quoi est-ce qu'il y a un bon montant pour une incentive? Bon, nous on est plutôt sur a priori les gens qui nous écoutent sont plutôt des SaaS B2B. Est-ce qu'il y a un montant un peu à recommander sur ce genre de choses? Ouais. Je souris parce que je vais faire comme tout à l'heure. Il n'y a pas de recette universelle. Alors, il y a des éléments de réponse là-dessus, pareil, issus de statistiques. Il y a une stat, pareil, j'ai plus le chiffre en tête, mais qui dit que il y a une plus grande probabilité d'obtenir des recommandations quand il y a de l'incentive, Ok. quand il y a une récompense. Mais le montant et la modalité de récompense influent pas énormément. Ça influe, mais c'est pas ça qui va faire qu'il y ait Ok. une Que tu recommandation. offres un bon d'achat de 50 euros ou un iPad, c'est pas ça qui fera la grosse différence. Tu auras plus Exact. de différence entre le bon d'achat et rien que entre le bon d'achat et l'iPad, quoi. Ouais. Donc, Un peu schématiquement. ouais, en caricature, parce que évidemment, entre 10 euros et 500 euros, c'est quand même plus incitatif, mais ça a moins d'impact que de dire je fais rien ou je fais quelque chose. Donc, Ok. l'incentive, elle n'est pas obligatoire. Il y a plein d'entreprises qui en fait mettent pas d'incentive, que ce soit pour le parrain, pour le filleul ou pour les deux. Euh, mais quand il y a une incentive, ça a un impact. Après, quel Ok. montant de récompense et quelle modalité de récompense, ça c'est une vraie question. Et je me répète, et moi-même j'aime pas faire cette réponse, mais c'est la vérité, c'est qu'en fait, il faut Il faire faut des tester tests. des choses Voilà, et et peut-être faire quelque chose qui soit cohérent aussi avec la cible, avec exactement. l'image qu'on veut renvoyer de son produit. J'imagine que c'est pas la même chose quand tu es un SaaS qui vaut 10 000 euros par mois que un SaaS qui vaut 500 euros à l'année. Donc, j'imagine être cohérent aussi par rapport à justement la valeur à vie de tes propres clients euh, pour que ça Exactement, fonctionne. et au-delà de ça, se mettre dans les baskets des personnes en face. Un directeur juridique d'un grand groupe du CAC 40 aura pas la même perception sur une incentive et pas les mêmes attentes qu'un restaurateur, par exemple. Ouais, Donc, bien sûr. voilà. Donc, Ok. ouais. Et dernière question sur les incentives. Mm. Euh, d'après toi, les incentives, c'est plutôt pour récompenser finalement une intro, une mise en contact, donc finalement l'acte initial, ou ça doit venir sanctionner, remercier, récompenser le fait que au final, tu as réussi à signer un client. C'est quoi? C'est la mise en relation ou c'est la conversion que tu récompenses? Alors, les deux sont possibles. Moi, mon avis, c'est quand même plus la conversion, hein, c'est-à-dire le fait qu'on obtienne un nouveau client grâce à quelqu'un, pour plein de raisons. Tu peux faire des Moi, plus jolis cadeaux. ouais. Moi, à titre personnel, ça me paraît beaucoup plus logique. Effectivement, c'est un moment où on sait qu'on va pouvoir activer quelque chose de plus. Donc ça donne aussi une maîtrise plus grande sur ce qu'on va dépenser pour ce canal-là. Euh, et il y a une autre raison, c'est que le faire à la prise de contact, c'est, je trouve, évidemment, ça dépend des cas, mais très facile à contourner. Moi, demain, on me dit, tu m'amènes 10 contacts, tu as 100 euros par contact. En fait, je vais aller chercher tous les contacts que je peux. Je vais pas forcément le faire en, euh, pour la qualité du contact. Je vais le faire pour avoir le plus de récompenses possible. Donc, je trouve que ça déclenche pas les mêmes motivations, ça crée pas les mêmes choses derrière, etc. Donc, c'est un avis personnel, mais plutôt à la conversion. Ok, ça marche. Très bien. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions qui ont été posées. Je pense qu'il y en a quelques-unes auxquelles on va répondre dans le déroulé, mais en tout cas, on passera sur vos questions. Si on continue sur la partie best practice, donc on a parlé des incentives. Euh, on a parlé de ce que tu disais, c'est-à-dire demander, ne pas hésiter à demander et le faire avec du volume, pas trop se censurer, j'allais dire a priori, parce que ça nous semble pas hyper logique, mais donc tester, demander, et voilà. Euh,
Comment est-ce que tu identifies? J'imagine que le timing auquel tu vas demander à un moment une intro va être clé Oui, aussi. Comment est-ce que oui. tu vas identifier les bons moments pour poser ce genre de questions? Ouais. Il y a des choses qui sont, je pense, dans tous les métiers facilement identifiables. En fait, il faut essayer de regarder les moments clés où on sait que la perception de la valeur du client, elle est potentiellement assez élevée. Maximal. Ouais, Mm. alors pas forcément maximale, mais assez élevée ou relativement élevée. Donc, côté support ou customer success, en fait, il y a plein de choses qui sont possibles. Mais typiquement, quand on reçoit un avis positif, que ce soit un Trustpilot, un Google My Business ou autre, voilà, si quelqu'un met 5 étoiles, perception de valeur élevée, ok, là, c'est un moment où, dans le bon timing, il faut aller lui demander. C'est la même chose avec le NPS. Dès qu'on a 9 ou 10, et c'est l'essence même de la question, moi, je mets 10 à tout, hein, forcément, parce que le sujet me concerne. Je mets 10 à tout maintenant. Il n'y a jamais personne qui demande. Pourtant, c'est la question à qui vous pourriez nous recommander, quoi. Donc là, il ne faut pas hésiter à faire une demande à ce moment-là, par email ou par téléphone, peu importe. Mais, voilà. Et après, les scores de satisfaction client dès qu'ils sont élevés, l'atteinte d'un niveau dans l'usage d'un produit, les moments où c'est renew, upsell, cross-sell, c'est des moments clés. Voilà. Tout ça, en plus, c'est des choses qui sont en général traquées, donc on va pouvoir automatiser. Donc ça assure de faire un volume minimal, puisque bon, c'est très ambitieux de faire ça tout au téléphone à chaque fois. En fait, c'est trop difficile. Donc moi, je conseille d'automatiser. Et après, en fait, il y a les moments d'interaction humaine où forcément le ressenti rentre en jeu, mais les onboarding, les fins d'onboarding, les revues trimestrielles ou semestrielles, les moments où il y a des renews, voilà, tout ça, c'est des bons moments. Et il ne faut pas Mm. hésiter à le faire quasiment à chaque fois pour qu'il y ait plusieurs points de contact dans l'année avec le même client où on lui demande les recos. Ouais. Oui, on demande pas qu'une fois, on demande à plusieurs moments, on réitère, peut-être avec des messages différents, des approches un petit peu différentes, on Oui, automatise avec des workflows ou des outils dédiés bref. Mais en tout cas, on cherche à automatiser pour obtenir ce volume. ouais. Ça marche. Euh, Comment est-ce qu'on demande? C'est une question, Justine, qui nous pose cette question-là. Comment est-ce qu'on pose la question? Je Ouais. ne sais pas. Est-ce qu'il y a des bonnes manières de recommander? Voilà, la question de Justine, c'est avez-vous des conseils sur la manière de recommander, la formulation, l'approche? Donc de demander des recommandations, c'est ça? Ouais, de demander des recommandations. Eh ben, je suis super content que la question soit posée. Euh, En fait, c'est simple, il faut demander avec des questions ouvertes. Alors, je parle dans le contexte où on le fait d'humain à humain au téléphone, en visio, en rendez-vous, etc. En fait, c'est super important de poser une question ouverte versus une question fermée. Donc, j'illustre. Si je demande, tiens Nicolas, est-ce que tu as quelqu'un que tu peux me recommander pour découvrir ma société? En fait, la réponse à une question fermée, c'est oui, non. Donc, c'est hyper facile de dire non, non, là, j'ai pas en tête. Oui, Euh, j'ai pas en tête, j'ai pas le temps, ou Exactement. Question ouverte. Alors, moi, il y a une formulation que j'aime bien, c'est qui, dans votre réseau personnel ou professionnel, peut potentiellement être intéressé pour découvrir ABCD. Et la réflexion chez la personne en face n'est pas du tout la même parce qu'il va se dire, OK, alors qui dans mon réseau pro, qui dans mon réseau perso, et il va chercher. ça Ça l'oblige marche. à cogiter en fait. Exactement. Ça marche pas 100%, mais en tout cas, la bonne formulation, c'est celle-ci, parce que sinon, c'est trop facile de dire non et de passer à autre chose. Ok, ça marche. Très bien. Si on fait un petit tour du coup par les questions, Justine qui rebondissait un peu sur la partie incentive en disant est-ce que vous trouvez que les incentives sont vraiment utiles pour avoir des mises en relation? Est-ce qu'un client vraiment convaincu ferait des recommandations sans incentive finalement? Oui, ça rejoint un petit peu la question de tout à l'heure, mais en fait, oui, mettre une incentive a un impact. Donc, ça, c'est démontré statistiquement. Un client vraiment convaincu, est-ce qu'il ferait des recos sans incentive? Bah, la réponse est certainement oui. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui se passe, c'est que naturellement, les gens recommandent des solutions. Euh, Maintenant, en mettant de l'incentive, on va pouvoir obtenir peut-être plus de résultats.
Et l'incentive fait quand même souvent plaisir aussi. Donc, même si les gens ne le font pas pour ça, à la fin, quand il y a une incentive, ils sont contents de l'avoir. Mhm. Voilà, je sais pas si Ok, ça marche. ouais. Si, écoute, je pense que c'est clair. Il y a une question de Nathan, avant qu'on reprenne notre fil, qui dit, votre intervention est plutôt B2B, mais est-ce que ça diffère sur le B2C? Car ça prend aussi son sens en B2C. Alors oui, clairement, en tant que hôte, je sais juste que, voilà, notre webinar, c'est plutôt des personnes qui sont issues du B2B et c'est plutôt à cette cible-là que nous, on parle en priorité. Oui. Après, je sais pas, Louis, si tu veux ajouter des précisions et s'il y a des choses qui sont très différentes. Peut-être déjà sur la valeur des cadeaux, on n'est peut-être pas sur la même chose, mais sinon les Ouais, mécaniques sont peut-être proches. Je te laisse répondre. ouais. Je structure ce que je vais dire. Donc, oui, il y a des différences. Nous, à titre perso, on s'intéresse surtout aux entreprises B2B parce que c'est là où il y a le plus de difficultés à mettre en œuvre. Après, est-ce que ça fonctionne en B2C? Oui, clairement, et en plus, on l'a tous déjà fait ou au moins vu. Il y a plein d'entreprises qui font ça en B2C. Les mécanismes sont un petit peu différents, le process est un petit peu différent, et surtout, les entreprises B2C ont souvent des outils différents qui permettent de faire les choses différemment. Donc, il y a des nuances, je dirais, plutôt dans le process à mettre en place, les outils Mais qu'on va la utiliser. façon d'exécuter. Ouais, exactement. Donc voilà, mais ça fonctionne très très bien dans le B2C. Il y a plein d'entreprises qui fonctionnent en partie grâce à ça. Et tu l'as dit, Nicolas, il y a une énorme différence en B2B, c'est la valeur des incentives qu'on peut mettre en face, notamment si on souhaite récompenser des personnes. Ouais. Euh, Pareil, je caricature, mais un Netflix va vous offrir 10 euros si vous amenez des gens. Une entreprise qui a un panier moyen à 15 000 euros, bah, elle peut se permettre d'offrir 300 euros à quelqu'un. Donc ça, c'est une perception pour l'individu, elle est quand même beaucoup plus élevée. Donc voilà. Mais je veux pas m'éloigner de la question. Parrainage B2C, Non, oui. mais je pense que ça répondait à la question. Moi, je vais commencer à répondre à la question de Félix. Je les prends pas forcément dans l'ordre, mais qui demande entreprise. Est-ce que c'est une réduction à la société ou un cadeau à la personne? Alors, Oui. je donne mon point de vue, et puis après, je laisse l'expert répondre. Nous, on a fait le choix de se dire qu'on faisait un cadeau à la personne. En fait, un peu sur les modèles historiques, j'allais dire, du B2B, les cataloguistes à l'époque, les manutans, les JPG, etc., qui finalement, en fait, dès que tu passais commande, t'offraient une cafetière. Et pourquoi? Parce que ces boîtes-là savaient que, globalement, la personne qui passait commande, c'était la secrétaire dans l'entreprise et qu'en fait, ça allait juste être un petit kiff pour elle d'avoir sa cafetière juste derrière son bureau. Et globalement, tu récompenses des individus. Et nous, on est plutôt parti sur ce principe-là, c'est-à-dire que nous, on offre des coffrets relais château en disant, bah voilà, finalement, c'est quand même une personne qui, à un moment, a mouillé la chemise pour nous présenter quelqu'un d'autre avec qui on a signé. On est dans du B2B, donc on peut faire des chouettes cadeaux quand il y a quand il y a des signatures derrière. Et on se disait que finalement, pour la même valeur où on pouvait offrir un mois d'abonnement, oui, mais ok, moi, Nicolas, je suis salarié d'une entreprise. Qu'est-ce que je m'en fous en fait que ma boîte gagne un mois d'abonnement? Globalement, ça fait plaisir à mon CEO, mais moi, ça me rapporte rien. Donc, en tout cas, nous, ça avait été plutôt ça notre parti pris, et on trouvait ça plus en termes d'approche que de faire un cadeau à l'entreprise. Je ne sais pas quel est ton point de vue, Louis, sur ça. Ouais. Bah déjà, la première chose, parce qu'on a souvent la question, donc je donne l'info, mais souvent on se demande si c'est OK de faire un cadeau à des personnes. Donc j'en profite pour. Enfin, il y a des personnes qui pensent que ça peut ne pas être légal. Donc j'en profite pour dire que c'est légal, réglementé par l'URSSAF de manière très claire, etc. Donc on peut faire ça. Ensuite, je pense qu'il y a deux questions à se poser. La première, c'est comme tout à l'heure, se mettre dans les baskets des personnes en face. Donc, qui est le persona? Je prends un exemple. Je reprends le directeur juridique d'un grand compte du CAC 40. Lui, il va peut-être pas avoir le droit de recevoir des cartes cadeaux, par exemple. Donc, on va plutôt privilégier d'autres choses. Mais ça, c'est la première question à se poser, c'est se dire, bah, la personne en face, ouais, qu'est-ce qui a le plus de valeur? C'est une carte cadeau de 300 euros, c'est un mois d'abonnement offert, c'est un service offert en plus des prestations qu'on lui propose. Faut vraiment aller chercher ça. Ensuite, deuxième élément de réponse, c'est faut faire des tests en fait.
regardez ce qui se passe avec telle récompense et regardez ce qui se passe avec telle récompense. Parce que ça peut avoir un impact significatif quand même. Et le dernier point, alors c'est plus compliqué à expliquer, mais moi ce que je pense, c'est que quand on met en place une stratégie de referral, il faut quand même partir des objectifs de l'entreprise ou du département. Si l'objectif de l'entreprise, c'est de faire de l'upsell, je dis n'importe quoi, bah, ça peut être intéressant dans le programme de parrainage de se dire, OK, mais comment je peux alimenter ça? Alors, en fait, je vais peut-être offrir un mois d'abonnement sur le niveau supérieur. Voilà. Donc, il faut essayer de se poser cette question pour que ça matche et du coup, les réponses en général viennent plus rapidement. Ouais. Oui. Mais effectivement, il y a un truc qu'on n'a pas évoqué, c'est oui, partir des objectifs de l'entreprise. Une des choses qu'on avait évoqué aussi dans la préparation de ce webinaire, si effectivement ton objectif, c'est de faire de l'upsell, c'est faire en sorte que ton département Customer Success devienne plus héroïste et que du coup, tu veux traquer des leads qui viennent du referral, donc un peu comme ce qu'on appelle on en a déjà parlé dans des webinaires ici, des Customer Success Qualified Leads, au même titre que tu avais des Marketing Qualified Leads qui viennent du marketing. Voilà, effectivement, tu fais bien de le préciser, mais tout part de la stratégie de l'entreprise et ensuite, derrière, tu vas exécuter une stratégie de referral qui va venir servir cette stratégie globale. Ça marche. Bon, il y a d'autres questions, je pense. On va y revenir après pour quand même pouvoir dérouler les différentes questions les différents points que je voulais voir avec toi. Oui. Comment est-ce qu'on construit un programme de referral? Tu as parlé tout à l'heure un peu d'automatisation. Ouais. OK. Donc, automatisation, plusieurs touchpoints. Voilà. Est-ce que tu as d'autres bonnes pratiques et exemples très concrets à nous partager sur comment est-ce qu'on fait ça? Ouais. Alors, premier point, il faut voir le parcours du client qui va faire une recommandation comme un parcours en plusieurs étapes. Et je pense que je suis convaincu même, que c'est important de lui faire des petits pas. C'est-à-dire, quand vous demandez des recommandations à une personne, potentiellement, il a la volonté de vous recommander, mais il va peut-être pas le faire tout de suite. Donc, en fait, le premier petit pas, c'est de manifester un intérêt à vous recommander. Donc, comment est-ce qu'on construit une stratégie et un programme par rapport à ça? En fait, c'est laisser la possibilité d'avoir cette information. C'est OK, je suis prêt à vous recommander. Donc, moi, ce que je recommande, c'est de dire j'ai une interface ou un formulaire où des personnes vont s'inscrire. Je vais peut-être avoir une liste de 30 personnes. Je sais qu'elles veulent me recommander. Il y en a peut-être 10 qui vont me faire une reco tout de suite et les autres non. Mais je trouve ça bien d'avoir ça parce que capter ces gens-là, savoir qu'ils sont là pour pouvoir les solliciter après régulièrement, c'est hyper C'est important. plus facile que de demander une reco directement. Déjà, savoir sur le principe, est-ce que tu serais OK pour le faire? Exactement. Donc ça, c'est OK. Bon, nous, on y va un peu plus cash. OK. Et ça marche aussi, mais l'effort est plus grand pour les personnes, quoi. Donc, certainement, il y en a qui sont OK pour te recommander, mais tu le sais pas parce qu'elles l'ont pas encore fait. Ensuite, il faut faciliter la vie des gens qui veulent vous recommander. Donc, comment ça se passe dans la vraie vie? C'est qu'en fait, au café, à un événement, en soirée ou au bureau, etc., il va croiser une relation et ça va lui faire penser. Il va se dire, bah oui, mais je peux lui recommander telle entreprise. Donc, faciliter la vie, ça veut dire il faut que ce soit accessible hyper rapidement pour qu'il vous mette en relation, etc. Souvent, mâcher le travail en lui rédigeant un petit message qui peut utiliser, en présentant bien la société. Pourquoi pas un formulaire de mise en relation directe, etc. Et en fait, ça, il faut que ce soit rendu accessible, soit le site, soit l'appli, ou dans des signatures d'email ou des newsletters, etc. Il faut qu'il puisse retrouver l'accès à quelque chose qui lui facilite la vie pour que quand ils veulent vous recommander, ils puissent le faire en 2 minutes. OK. Donc, il faut que tu aies des call to action pour capter finalement des intentionnistes, on va dire, des gens qui seraient enclins à te recommander, qui vont pas forcément le faire tout de suite ou que tu vas pas forcément solliciter tout de suite. Et ensuite, toi, il faut que tu leur facilites la vie avec des mails pré-rédigés, des formulaires prêts à l'emploi, ce genre de choses. Ouais, OK. ça, je précise, mais ça, c'est l'idéal. Déjà, moi, je pense que tout ce dont on a discuté avant, c'est-à-dire demander aux gens, trouver les bons moments, les bons profils et tout, c'est vraiment l'étape 1. Et après, quand vous avez identifié ça, mettre en place ce type de choses. Ouais.
Ouais, déjà arriver à automatiser sur les sites que tu as identifiés, c'est déjà une bonne chose. Ouais. Ça marche. Tu disais aussi, donc automatiser, il vaut mieux, parce que j'imagine que tu n'as pas tout à fait les mêmes résultats quand tu demandes à l'oral que quand tu demandes par email. Qu'est-ce que tu recommandes, toi? C'est un combo des deux? C'est l'oral pour certains, l'email pour d'autres? Enfin, Ouais. comment on gère la balance entre les deux? Ouais, c'est de faire les deux. Tu as tout dit. En fait, c'est un combo. L'oral marche mieux et produit de meilleurs résultats. Ne serait-ce que dire au téléphone, on a un programme de parrainage, je t'envoie le lien, n'hésite pas à regarder. Ne serait-ce que ça marche mieux que quand c'est des mails automatisés. Maintenant, mon avis, moi, personnel, pour l'avoir, moi, j'ai accompagné des boîtes spécifiquement sur ce sujet-là en les aidant à mettre en place des choses en dehors de notre plateforme avant qu'elle existe, hein. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est penser que les personnes vont systématiquement demander, qu'elles vont arriver Hmm. à suivre, Ils osent pas. ouais, que l'info va être dans le CRM. Ils osent pas, ils oublient, etc. Et que du coup, on va avoir un niveau de volume de demande qui nous permet de Hmm. capter le potentiel de Ridicule. ce canal-là. En fait, c'est utopique. Ça ne, enfin, c'est mon avis perso, on peut challenger, mais ça ne marchera jamais de se dire je demande à 80% de mes contacts. Ça marche pas. Donc, il faut les deux. Oui, oui, oui. Ouais, il faut sensibiliser les personnes à demander et leur expliquer pourquoi et comment. Et après, il faut faire un peu d'automatisation à côté pour avoir quand même le volume, la récurrence et tout. Ok, ça Ouais. marche. Parfait. On approche de la fin. J'ai encore une ou deux questions pour toi. Quels sont les résultats qu'on peut attendre du referral? On a expliqué un peu tout à l'heure le pourquoi, un peu les grands chiffres, mais de façon très opérationnelle sur ouais, qu'est-ce que je peux en attendre en termes de volume de vente? Ouais, est-ce que tu as des inputs là-dessus? Ouais, je me permets de rebondir à un truc dans le chat, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais très rapidement, oui, sur les dons cadeaux, on n'en a pas parlé dans les modalités de récompense, mais c'est quelque chose qui est faisable et qui marche bien. Alors pour le coup, qu'on a sur notre plateforme en plus, mais c'est une super solution pour faire des incentives qui sont un peu plus RSE friendly auprès des clients. Voilà. Mais je rebondis juste sur le message parce qu'on n'en avait pas parlé, on aurait dû le citer. Quel résultat on peut attendre du referral? En fait, c'est assez simple. Les entreprises qui arrivent à optimiser ce canal-là, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'elles peuvent avoir 10, 15, 20, 25, 30% de leur acquisition et de leur vente qui vient par ce canal-là. Donc, c'est quand même non négligeable sur un canal qui coûte moins cher d'avoir une part aussi importante du chiffre ou de l'acquisition de leads. Il y a certains secteurs où c'est beaucoup plus haut. C'est des secteurs particuliers qui fonctionnent culturellement par le biais du bouche à oreille. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est possible, qui arrive plus fréquemment qu'on le croit, d'avoir des résultats aussi hauts sur l'acquisition et les ventes. Pour donner des ordres de grandeur après, voilà, combien on peut espérer de recommandations, etc. Ce qu'on observe, nous, c'est que les gens qui ont des programmes, quand le programme est optimisé, en moyenne, s'ils ont 100 personnes inscrites, ils vont avoir entre 90 et 120 recommandations. Donc, on le dit autrement, si vous avez 100 personnes qui sont prêtes à vous recommander, ça peut vous générer 120 rendez-vous et opportunités de vente pour l'entreprise. Donc, voilà, ça, c'est les ordres de grandeur. Et le Oui, point, sachant que tout le monde le fera pas dans les mêmes proportions, j'imagine. C'est pas un ratio de 1-1, chaque personne qui t'a dit oui, t'as fait une intro. ouais, tout à fait. Tu as des personnes qui, bah, typiquement, qui peuvent être inscrites à un programme, qui veulent te recommander, mais qui ne le font pas. Tu en as qui vont te faire une ou deux recommandations. Et en fait, il y a un peu l'effet, alors power law, moi j'appelle ça, mais c'est-à-dire que tu as une petite portion de tes contacts qui vont te faire beaucoup de recommandations et qui, en fait, eux, vont alimenter et vont te faire augmenter la moyenne. Et le but du jeu, c'est un peu de les trouver en sollicitant beaucoup de gens. Ok, donc ça c'est ta loi ouais, des 20-80. Ouais, Donc, tu vas ouais, avoir 80% de tes recos qui viennent de 20% de tes users. Ou, je sais pas c'est si ça. c'est ces chiffres-là, mais dans l'idée c'est ça, quoi. C'est à peu près ça, ouais.
Ça marche. Ok, peut-être pour terminer, quels sont, d'après toi, quand tu te lances dans ce genre de choses, et que tu veux mettre en place un programme, est-ce qu'il y a des erreurs à éviter? Est-ce qu'il y a un peu des grands écueils? Et je pose une deuxième question. Il y a, je sais plus qui, pardon, Samuel qui posait la question de justement quels sont les inconvénients de cette approche. Est-ce qu'on risque pas d'altérer la relation avec le client? Donc j'imagine que tu as une réponse assez tranchée sur cette question, qui est un peu ce qu'on évoquait en intro, mais je te laisse peut-être répondre à cette question et ensuite on parlera du coup des erreurs à éviter. Ouais. Euh, oui, enfin non, j'ai pas une réponse tranchée en fait. Je... En fait, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un veut pas vous recommander? Il le fera pas. C'est tout. Oui, Euh, donc tu le matraques pas derrière. voilà, l'inconvénient, c'est ça en fait. Alors peut-être l'inconvénient de cette approche, ça faisait peut-être référence à un truc qu'on disait tout à l'heure, je sais pas, Samuel, mais en tout cas d'aller demander des recommandations, le risque c'est que quelqu'un vous dise non. Et au pire, si vous lui demandez plusieurs fois, il va dire non mais arrêtez de vous demander, je vous en ferai pas. Bon, c'est pas un énorme risque, il partira pas pour ça, ou alors c'est un autre sujet, mais voilà, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de gros risque. Moi, à titre perso, je me suis pris 50, 100 fois des portes. On m'a dit non, non, je vous recommande pas, pas pour le moment. Voilà, bon, bah ça s'arrête là en fait, c'est pas grave. Et tant qu'on le demande de la bonne manière, avec la bonne intention, et qu'on n'est pas en fin de rendez-vous avec papier crayon à demander et à harceler pour des numéros de téléphone, ça arrive pas quoi. Les gens vous diront non. Ok, ça Ouais. marche. Et donc, du coup, les fameuses erreurs à éviter. D'après toi, on a parlé des bonnes pratiques. Est-ce qu'il y a des écueils un peu classiques sur ce genre de choses? Ouais. La première chose, c'est de pas tester. C'est la plus grosse erreur à mon sens, c'est de se dire ah je sais pas, ça va peut-être pas marcher, mais de pas faire de test en fait. Moi, je pense qu'il faut absolument tester. Et la deuxième erreur ultra courante que nous on voit tout le temps chez nos prospects, c'est qu'en fait ils ont testé et ils ont arrêté parce que les premiers tests n'ont pas donné assez de résultats. Donc encore une fois, Et ça n'a pas marché tout de suite. ouais, on n'a jamais bon du premier coup. Enfin, ça arrive, mais on n'a jamais tout bon. Donc, il faut prendre un peu de temps, faire des tests, optimiser, demander à ses clients, y aller étape par étape, et après, ça va fonctionner. Et après, oui, on en a parlé, mais peut-être un truc important, c'est pas processer un minimum, juste un tableau Excel partagé, pour éviter l'effet je tiens pas au courant la personne qui m'a fait une reco, je distribue mal les récompenses, puisque là, ça peut transformer des ambassadeurs en détracteurs s'ils n'ont pas une bonne expérience. Donc, je dirais ça, Ouais. c'est une erreur vraiment à éviter, quoi. Oui, donc je suis pas obligé tout de suite de m'équiper de referral.io pour gérer ça, ou de mettre tout de suite en place une solution dédiée, mais il faut que j'ai un outil, Ouais. un Excel, un Notion ou quelque chose qui me permette de suivre ça. C'est beaucoup mieux de Euh, s'équiper vite, quand même, mais c'est beaucoup mieux de s'équiper avec évi- Referral é- dessus. Mais évidemment, on imagine que ça marche mieux, mais tu peux commencer à tester sur un Excel. Et puis quand tu commences à avoir un peu de conviction, un peu de traction sur le sujet, tu dis bon, là ça commence à devenir un petit peu compliqué à gérer. Je vais prendre un outil dédié. Voilà. Donc tu mettais en place tes workflows dans un HubSpot, dans un Scaling ou dans un Referral. Tu suis ça dans un Referral ou un Excel. Et ok, ça marche. Un dernier conseil avant de revenir sur les questions. On en a beaucoup aujourd'hui. euh, un dernier conseil, bah, à la Tu limite, disais tout à l'heure. Ouais, vas-y, pardon. non, je dis, s'il y a des gens présents qui ont envie de faire des tests, moi, le meilleur conseil que je peux donner, c'est vous dites à votre équipe les, tous les 50 prochains calls qu'on a avec nos contacts, on demande soit des recommandations, soit on leur dit bah, qu'est-ce que vous en pensez si on vous demande des recommandations, comment vous le prendriez, qu'est-ce qui vous aiderait à nous en faire, comment vous voudriez vivre l'expérience. Et là, 50 Ouais. calls, déjà, il y a plein de choses qui vont sortir.
et après ça, vous aurez envie d'y aller. Ouais. Oui, même ce que tu disais, même sur les personas qui te disent oui, qui te disent non, un peu les patterns finalement dans les clients qui te disent oui, qui te disent non. Et donc voilà, donc oser demander ce que tu disais, oser poser des questions aussi qui sont des questions ouvertes, pas des questions fermées, parce que Ouais. les questions fermées, ben, ça ferme la porte et on a très vite fait de te répondre non. Donc éviter ce genre de choses. Ça, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On se laisse, allez, on a 4 minutes jusqu'à 13 heures. Après, on vous libère pour essayer de prendre quelques questions en plus. Beaucoup de questions autour des incentives, hein. Et pour les incentives, quel type d'incentive fonctionne le mieux? Réduction, cadeau? Question de Justine. Est-ce que vous avez des exemples effectifs des incentives en referral B2B? Question de Meredith. Donc les deux se recoupent. Voilà, donc je te laisse déjà répondre à ces deux-là. Ouais. La première, pardon. Ah oui, quel type d'incentive fonctionne le mieux? Une réduction, un cadeau? C'est pareil, je suis désolé de dire ça à chaque fois, mais ça dépend en fait. Ça se teste. Ouais, ça se teste. Après, de manière générale, les réductions, les sociétés qui ont des abonnements, les réductions, ça marche souvent bien, notamment si vous adressez des petites structures ou des indépendants. Là, nous, on a discuté avec des boîtes clientes et pas clientes, mais qui font ça et ça marche. Ça marche très bien. Carte cadeau selon le contexte, franchement, c'est pareil. S'il y a des sociétés qui adressent des toutes petites entreprises, des indépendants, la carte cadeau, c'est quand même une grosse incentive dès qu'on met un montant qui est relativement intéressant. Tout à l'heure, du coup, ça a parlé des dons préfinancés dans le chat. Ça, c'est des choses, nous, ce qu'on observe, c'est que l'idée séduit souvent et malheureusement, dans les faits, en fait, ça active moins bien. Donc, bon, je le précise, c'est triste, hein, je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais c'est comme ça. Et après, il y a plein de choses envisageables qui fonctionnent bien et je pense qu'il faut trouver la bonne adéquation entre ce qui apporte de la valeur au client et ce qui remplit les objectifs de l'entreprise, mais tout ce qui est session découverte offerte, workshop offert, accès à des trucs auxquels ils n'ont pas accès habituellement, etc. Ça, c'est des incentives qui marchent. Après, malheureusement, il n'y a pas un truc que je peux dire ça marche tout le temps, c'est pas le cas. Ok, ça marche. Merci. Donc ça, du coup, ça nous permet de répondre à celle-là. Émilie qui demande, est-ce que vous avez des retours de référol d'un interlocuteur qui quitte une entreprise A pour aller dans une entreprise B et qui recommande l'entreprise? Ouais. Alors, je suis pas sûr de comprendre la question. J'étais en train de me poser la question donc de celui qui Ouais, recommande. Je ne sais pas si Émilie veut préciser du coup sa question. Et à ce moment-là, nous, on en prend une autre en attendant. peut-être. Nina qui demande quelle est la meilleure manière pour aborder un ancien client ou un ancien fournisseur avec qui je n'ai pas de lien direct en tant que CSM afin de solliciter une recommandation sans que ce soit mal vu. Ouais. Pas trop pushy. Ouais, mais en fait, je vais donner mon avis personnel, mais en fait, je pense que tant que l'intention est bonne, il y aura pas de sujet. Donc, moi, je dirais à chaud comme ça de mettre un peu de forme dans l'approche. Encore une fois, bon, quel est le risque si vous dit non, c'est pas dramatique. Mais moi, je dirais tout simplement de passer un coup de fil en disant que vous êtes en train de réfléchir ou en train de mettre en place un programme de parrainage, que il est ancien client ou qu'il est fournisseur, et de savoir quel est son retour et son avis par rapport à ça. Et en fonction de voilà de comment il prend la discussion, juste après demander voilà, et vous, du coup, dans votre réseau, qui peut être intéressé. Moi, je le ferai comme ça, moi, à titre perso. Si c'est fait avec Ok. attention là, et un peu de forme, franchement, ça sera pas mal vu. Si c'est mal vu, bon, c'est dommage, mais c'est pas enfin, faut se mettre à la place des autres. C'est Oui, il pas n'y un a pas de raison, quoi. ultra engageant, ultra intrusif. Il y a pas de souci en fait.
Ça marche. Mm. Bon, il reste encore des questions. Désolé, on n'a pas pu répondre à tout. Ça fait 1 heure. On va pas vous retenir plus longtemps. Merci beaucoup, Louis, d'avoir participé. Ceux qui ont plus de questions, qui veulent se rapprocher de Louis, tu peux taper d'ailleurs, si tu veux, Louis, ton URL dans le chat pour ceux qui voudraient. Et sinon, je reprojette la slide initiale. Vous pouvez aller voilà, sur referral.io. Voilà, j'imagine que tu as un lien calendrier qui sera présent ici. Et donc voilà, pour ceux qui veulent poursuivre la discussion. Et puis, bah, écoutez, merci à tous pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et puis, bah, on vous souhaite une bonne après-midi et à très bientôt. Et donc, notamment au mois prochain pour ceux qui viendront sur notre prochain webinar. Voilà, dont je vais poster aussi l'URL ici. Et puis, bah, écoute, merci beaucoup, Louis, pour tous tes conseils. Je pense que le Merci. nombre de questions qu'on a eu montre en tout cas qu'il y a beaucoup d'interrogations autour de ça. Donc c'est vraisemblablement un vrai sujet. Et moi, je vous ai renvoyé du coup le lien vers nos webinars et donc notamment le prochain webinar qui est donc comment apporter de la valeur tout au long du parcours client. Donc ça, ce sera fin janvier. Et voilà, on aura le plaisir de vous accueillir de nouveau pour ce webinaire. Bah, merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup, Louis. Et puis, Merci. à une prochaine. Bon après-midi. Merci, salut.